Nous avons deux modèles de référence qui sont presque deux modèles antinomiques, opposés. D'un côté, ce qu'on appelle le modèle de concurrence pure et parfaite, et à l'opposé, le modèle de monopole. Et ce qui différencie en partie ces modèles, c'est que dans la concurrence pure et parfaite, il y a une multiplicité d'intervenants, et dans le monopole, il n'y en a qu'un. La concurrence pure et parfaite, un modèle qui a été élaboré au cours du XIXe siècle, mais qui était déjà présent chez des classiques comme Adam Smith ou Ricardo. Cette concurrence pure et parfaite, elle est caractérisée par 5 conditions dans un secteur donné. Quand je dis secteur, je prends une industrie avec un produit, un marché. Alors parfois c'est trop simple, bien sûr. Quand je parlais tout à l'heure de la chaussure, il y a tellement de différences de chaussures, donc de différents marchés, qu'il est difficile de ramener ça à un seul marché. Si je prends le ciment ou le blé, c'est plus simple parce qu'il y a bien un produit de qualité standard avec une production diversifiée et puis un marché sur lequel se forme un prix. La concurrence pure et parfaite, elle est donc caractérisée par 5 conditions classiques. La première, c'est l'atomicité du marché. Et atomicité, eh bien, c'est comme les atomes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un très grand nombre de producteurs qui sont effectivement en concurrence les uns, je dirais presque contre les autres. Deuxième caractéristique, l'homogénéité du produit. Il faut que le produit produit par l'usine A puisse être complètement substituable au produit qui sort de l'usine B, etc. Troisième condition, liberté d'entrée et de sortie. C'est-à-dire que l'usine A, si elle ne gagne pas sa vie, peut sortir sans coût, et inversement, quelqu'un, un nouveau producteur, peut entrer dans l'industrie sans qu'il y ait des barrières trop hautes ou des coûts trop importants. Quatrième condition, la transparence. On peut voir un peu partout comment se font les prix, quels sont les niveaux de prix. Et on peut donc aller, pour un consommateur donné, vers celui qui fournit le prix le plus intéressant. Ceci va amener d'ailleurs une homogénéisation des prix. Et puis, mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire que du capital ou du travail peuvent se remplacer l'un et l'autre et peuvent passer éventuellement d'un secteur à l'autre. À l'inverse de cette situation de concurrence pure et parfaite, on a le monopole dans lequel nous avons un seul producteur qui alimente le marché, et donc, vous voyez, c'est l'opposé, un seul acteur. Que nous dit la théorie économique? La théorie économique, elle nous dit que si on compare ces deux situations, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire avec des conditions de coût, de qualité, de technologie identiques, eh bien la comparaison est simple. Le prix de monopole est plus élevé que le prix de concurrence pure et parfaite, et la quantité produite par le monopole est inférieure à la quantité produite par la concurrence pure et parfaite. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc ni grand économiste pour dire qu'à partir du moment où on admet ces évidences quasi mathématiques, le monopole c'est mauvais, la concurrence c'est bon. C'est tout simple. Le monopole c'est mauvais parce qu'on produit moins et qu'on vend plus cher. La concurrence pure et parfaite c'est bon parce qu'on produit plus et qu'on vend moins cher. Donc en termes d'allocation des ressources, il n'y a pas une seconde de doute, il n'y a pas une seconde à hésiter. Le monopole est mauvais, la concurrence pure et parfaite est bonne. Sauf certains cas particuliers qu'on appelle le cas des monopoles naturels et où on peut démontrer, mais c'est une chose qui est en train d'être remise en cause, que par exemple pour un réseau de chemin de fer, c'est peut-être plus efficace d'avoir un seul opérateur du réseau qui construit le réseau et opère le réseau, mais c'est remis en cause aujourd'hui. Pendant longtemps, on a dit aussi que pour les télécommunications, c'était plus efficace d'avoir un seul opérateur, donc en monopole, qui construit le réseau, qui opère le réseau et qui donc nous fournit des télécommunications. Mais c'est une grande discussion d'aujourd'hui. Alors, j'introduis 2 idées intéressantes. C'est que dans ce que je viens de vous dire, en concurrence pure et parfaite, la firme est, on dit, un price taker. C'est-à-dire la firme, elle prend le prix tel que l'établit le marché. Elle n'a pas le choix. Si elle ne vend pas ce prix-là, elle coule. Donc il faut qu'elle vende à un prix qui est celui du marché. Price taker. Au contraire, un monopole est par définition un price maker. Il est tout seul. Donc il va à la fois décider la quantité qu'il produit et le prix auquel il vend cette quantité de façon à maximiser son profit. Et là encore, on a une démonstration assez simple. Et c'est parce qu'il veut maximiser son profit
qu'il va restreindre sa production pour augmenter ses prix. Bien. Alors, si j'introduis le terme de pouvoir de marché, on dit que dans la concurrence pure et parfaite, la firme n'a pas de pouvoir de marché puisqu'elle ne peut absolument pas influencer le prix. Par contre, en monopole, la firme ou le monopoleur a évidemment un pouvoir de marché maximal puisqu'il est un faiseur de prix. Dans la concurrence pure et parfaite, on dit que la concentration est excessivement faible puisque structure atomistique, donc concentration zéro. Dans le monopole, la concentration est absolue, concentration 100, puisque le monopole a 100% du marché. Donc, le terme de concentration économique qui est l'objet de cette conférence, c'est bien un concept qui se réfère à la structure du marché et plus précisément au nombre d'offreurs qui interviennent sur ce marché. Et sur la question de savoir quel pouvoir possède une firme par rapport au marché. Le terme de pouvoir de marché, qui est relativement récent dans la littérature économique française, il est introduit dès le XIXe siècle aux États-Unis, market power, le pouvoir de marché, est défini de la façon dont une firme, on dit qu'elle possède un pouvoir de marché lorsqu'elle peut durablement se comporter d'une façon différente de ce qu'elle ferait en concurrence pure et parfaite, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'en concurrence pure et parfaite, elle n'aurait pas d'action sur le marché, et donc si elle a une action, c'est qu'elle a du pouvoir de marché. En allant plus loin dans l'analyse, et je me réfère essentiellement à des travaux américains, je vous dirai pourquoi après, parce que les Américains nous ont précédés d'un siècle dans la découverte de ces problèmes de concentration et de pouvoir de marché, les Américains distinguent ensuite trois grandes formes de pouvoir de marché. Pouvoir horizontal, pouvoir vertical et pouvoir congloméral. Pouvoir horizontal, c'est lorsque ce pouvoir se réfère sur un marché donné avec, par exemple, une part importante de ce marché et qui lui permet par conséquent d'agir sur les prix. Il est évident, et là je me réfère à des schémas que l'on peut avoir en tête, lorsque nous avons un marché sur lequel une firme a 60% du marché et puis les 40% restants se répartissent entre 10-12 firmes, celui qui a 60% a un pouvoir de marché parce qu'il dispose de multiples méthodes pour décourager les autres de pratiquer des politiques de prix qui lui déplaisent. Ce pouvoir de marché horizontal, il peut être exercé par une firme ou il peut être aussi exercé collectivement. Ce qui d'ailleurs nous amène à la théorie de l'oligopole. Oligopole, c'est une structure dans laquelle donc il y a un petit nombre de firmes. Vous voyez, concurrence pure et parfaite, une infinité, monopole un seul, oligopole 2, ça s'appelle le duopole, 3, le triopole, 4, 5, 6, un petit nombre. Et ce petit nombre, alors la théorie de l'oligopole a donné lieu à une littérature qui est faite de milliers d'articles, de milliers de bouquins, enfin c'est une des parties les plus riches de la recherche économique, qui inclut naturellement dans les travaux les plus récents toutes les sophistications de la théorie des jeux. Parce que dans le fond, c'est un jeu. Mais un auteur américain qui s'appelle William Fellner, en 1949, a publié un bouquin qui s'appelle Competition Among the Few, concurrence parmi un petit nombre, et il a dans ce bouquin quelque chose de très intéressant, qui est de dire, dans le fond, dans une situation d'oligopole, il y a toujours deux tendances antinomiques qui s'opposent. La tendance à la collusion, c'est-à-dire s'entendre entre deux pour que tout marche, ou la tendance à la cutthroat competition, la concurrence à couteau tiré. C'est-à-dire que dans certains cas, les oligopoleurs vont se dire « bon, on va se réunir dans une salle d'hôtel, et puis on va fixer les prix, et puis rien ne bouge, et on est tranquille ». Dans d'autres cas, pour différentes raisons, non, on se bat. Chacun voulant prendre des positions de marché, chacun voulant essayer de se battre contre les autres pour essayer de gagner davantage. Et entre cette compétition d'un petit nombre ou cette collusion d'un petit nombre, il y a plein de situations intermédiaires. La situation la plus dure en termes de comportement collusif, c'est le cartel, où un ensemble de firmes décide de fixer ensemble les conditions de prix, de quantité de production, et donc, autrement dit, le cartel, c'est un monopole à plusieurs. Et puis, il y a des
je dirais, des situations un peu plus molles. Collusion explicite, collusion tacite, parallélisme conscient. On a vu aux États-Unis les grandes marques de tabac, pendant des années, chaque année, dépenser 20% de leur chiffre d'affaires en publicité. Même chose. Ils n'ont jamais été condamnés. Mais il est évident qu'en faisant cela, ils élevaient considérablement les barrières à l'entrée, car tout nouvel entrant était immédiatement découragé par le fait de faire face à un produit hyper différencié par publicité. Allez vous battre contre Marlboro quand la marque est déjà très solidement établie. Donc c'est un peu un comportement collusif, un comportement de pouvoir de marché à plusieurs. Voilà pour le pouvoir horizontal qui est celui qui a été le plus étudié, qui est peut-être le plus dangereux immédiatement. Pouvoir de marché vertical, c'est le pouvoir de marché qui est entre les mains d'une entreprise qui est verticalement intégrée et qui, par conséquent, par rapport à un concurrent qui n'est pas verticalement intégré, peut entraîner des distorsions de concurrence. Si son concurrent pas intégré dépend de firmes intégrées pour avoir des biens intermédiaires, on peut jouer sur les prix pour le décourager et l'exclure du marché. Donc une forme de pouvoir vertical. Et puis le pouvoir congloméral, c'est le pouvoir qui est conféré à une entreprise qui est très diversifiée. Donc elle vend des produits dans des secteurs très différents, avec des cycles du produit différents, des conjonctures différentes, et que par conséquent elle peut habilement jouer de subventions croisées pour subventionner un produit où la concurrence est dure, avec les rentes de monopole qu'elle perçoit sur un produit où la concurrence est moins dure. Et par ce jeu de subventions, elle peut évidemment gêner de façon très forte les concurrents plus spécialisés qui n'ont pas les moyens de s'opposer à ce jeu de subventions croisées. Donc, voilà les notions de pouvoir de marché, un pouvoir d'action sur le marché, un pouvoir d'action sur les prix, un pouvoir de distorsion de la concurrence. Est-ce qu'on peut mesurer ce pouvoir de marché? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a un très grand nombre d'indices très compliqués qui permettent éventuellement de le mesurer, qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Les indices de Gini, les indices de Herfindahl, Hirschman, etc. J'en citerai un qui est peut-être le plus simple, qui est l'indice de Linda, un économiste italien des années 80, qui avait, pour étudier la concentration et ses mesures, mis au point un indice qu'on appelle le C4. Le C4, c'est le chiffre d'affaires des 4 premières entreprises d'un secteur, comparé à l'ensemble du chiffre d'affaires du secteur. Et il avait dit, si ce C4, donc le chiffre d'affaires des 4 premiers, est supérieur ou égal à 80%, on est dans ce qu'il appelait la zone rouge. Et la zone rouge, il l'a qualifiée danger grave et probable d'atteinte à la concurrence. Il y a une espèce de présomption. On dit, ils sont 4, ils se partagent 80% du marché, les chances qui, d'une façon ou d'une autre, ils s'entendent entre eux sont très fortes. S'ils sont plus nombreux, le danger diminue. Et ainsi, dans ces indices de Linda, lorsque le C4 était compris entre 60 et 80%, c'était la zone orange, danger sérieux et possible. Puis, de 40 à 60, la zone jaune, situation à suivre. Et enfin, la zone verte, où il y avait une présomption de concurrence. Si l'économiste Linda met en place ces indices, c'est pourquoi? Pour que les autorités de la concurrence puissent surveiller un secteur de façon à voir si, oui ou non, il y a une concurrence qui joue ou pas. Voici la théorie. Voici la théorie, et j'ai essayé de montrer, par conséquent, ce que c'était que la concentration économique, comment on pouvait la définir, et ce qu'elle avait comme corollaire, c'est-à-dire le pouvoir de marché, avec deux choses qu'on va voir maintenant à la deuxième partie. C'est que dans ces situations, quel est le désir des firmes? D'avoir le plus de pouvoir de marché possible. Un consultant disait, il n'y a pas de situation plus inconfortable que celle de la concurrence. C'est affreux la concurrence. Concurrence par les prix, par l'innovation, etc., etc. Donc les firmes cherchent par tous les moyens à protéger les rentes de monopole qu'elles peuvent capter individuellement ou collectivement par le fait d'établir un pouvoir de marché qui permet justement de créer ces rentes. Mais à côté des entreprises, nous avons en principe et en théorie des pouvoirs publics, nous y reviendrons, qui doivent veiller à ce que l'allocation des ressources se fasse honnêtement, dans les meilleures conditions possibles, qui souhaiteraient par conséquent qu'il y ait un modèle de concurrence pure et parfaite, mais qui sont suffisamment
qui ne sont pas assez naïfs pour penser que ça existe. La concurrence pure et parfaite, elle n'est pas de ce monde, mais on peut essayer de rêver à ce que certains économistes américains appellent la workable competition, c'est-à-dire une situation dans laquelle, je ne la traduis pas littéralement, je la traduis en disant c'est une situation dans laquelle les tendances à la concurrence sont plus fortes que les tendances au monopole. It works, ça marche. Donc workable competition, qui est donc sans avoir le rêve de la concurrence pure et parfaite, nous donne une vision, je dirais, plus opérationnelle des choses, mais visant à une bonne allocation des ressources. Je passe à ma deuxième partie, et qui est donc, à partir de cette théorie, l'histoire de la concentration économique et de ses limites. Et je vais avoir examiné en un premier temps l'histoire très américaine qu'il est indispensable de connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et je parlerai ensuite des mouvements actuels de concentration et leurs limites. Je vous dirai pourquoi l'histoire de la concentration est très américaine après. Mais je remonte maintenant, je suis dans la deuxième partie du XIXe siècle, après la guerre de sécession, se construit aux États-Unis le capitalisme d'une façon un peu sauvage. Tous les coups sont permis, un peu comme la conquête de l'Ouest. C'est un capitalisme de pionniers, d'entrepreneurs, au sens très fort du terme, de créateurs. Mais c'est aussi, on va le découvrir rapidement, l'ère des robber barons, les barons voleurs. Et les barons voleurs, ce sont ces grands capitaines d'industrie qui, certes, sont au départ des pionniers et des créateurs, mais qui rapidement comprennent qu'en créant du pouvoir de marché et donc de la concentration, on peut se remplir les poches allègrement sur le dos des consommateurs citoyens. Et à partir de là, une discussion passionnante s'entame entre les économistes américains de l'époque. Faut-il ou non intervenir? Doit-on laisser ces barons jouer leur jeu et faire ce qu'ils veulent, ou doit-on poser des règles du jeu plus claires? Et là, nous avons deux écoles. Je suis en 1860, qu'on retrouve aujourd'hui en 2000 pour le procès de Microsoft. Les uns disent oui, il faut intervenir. Les autres, dans une optique assez darwinienne, disent non, non, il faut laisser faire. S'ils sont forts et gros, c'est qu'ils sont bons. Donc laissons-les faire. Et puis ils seront remplacés par d'autres après. Peu importe. Donc, cette discussion fondamentale entre le laisser-faire total, qui est un peu l'ultralibéralisme, et un interventionnisme raisonnable, date du XIXe siècle. Et pour illustrer mon propos, l'un des exemples que je prends toujours avec mes étudiants et que je peux prendre avec vous, mais parce qu'il est tellement un microcosme de ce qui se passe, c'est la fameuse histoire de John Davidson Rockefeller, le Trust Rockefeller, dont on reparle aujourd'hui. C'est le début de l'ère du pétrole. Le pétrole, on le découvre en 1859, c'est très récent. Et le pétrole, au début, il n'a pas de marché. Et puis, dans les années 60, tout d'un coup, on s'aperçoit que, et c'est à mon avis la naissance du premier grand marché de consommation moderne, c'est le pétrole lampant. C'est-à-dire le pétrole qu'on va utiliser pour les lampes à pétrole, où la lampe à pétrole remplace dans les foyers la bougie et la chandelle. Un progrès extraordinaire. Vous remplacez une lumière vacillante, faible, qui sent mauvais, qui est difficile à gérer, par une source de lumière puissante, modulable, que l'on peut gérer d'une façon optimale. Donc des millions de consommateurs américains vont passer à la lampe à pétrole et acheter par conséquent du pétrole lampant. Entre le pétrole brut qu'on trouve dans la terre et le pétrole lampant, il faut le raffiner. Et une raffinerie, c'est quoi? C'est une grosse casserole, on fait bouillir du pétrole brut, et puis il y a des gaz qui sortent, et à l'époque on s'en fout, et puis il reste dans le fond des produits qui n'ont pas tellement d'utilisation, les bitumes, etc. Puis au milieu, il y a un pétrole purifié, qui a toujours eu de l'essence, et qu'on va utiliser dans ces lampes à pétrole. Rockefeller, il a trois idées de génie. Rockefeller, premièrement, il ne va pas se salir les mains à aller forer des puits pour de trouver du pétrole ou pas en trouver. Il laisse ça à ces milliers de petits prospecteurs indépendants qui y vont, qui prennent le risque. Lui, il construit une raffinerie à Cleveland, grand marché de consommation, et la raffinerie la plus grosse des États-Unis. Ce qui donne la position de plus gros acheteurs de pétrole brut et de plus gros vendeurs de produits raffinés. Deuxième idée de génie, ces produits, il les appelle les Standard Oil. Vous pouvez être sûr que lorsque vous achèterez le baril bleu
et rouge de la Standard vous ont un produit fiable. C'est du marketing moderne. Vous pouvez avoir confiance dans mes produits. Troisième idée de génie, comme il est la plus grosse raffinerie, il va négocier avec les compagnies de chemin de fer qui transportent le pétrole en lui disant « Vous me consentez des réductions parce que je suis le plus gros. Et puis si vous ne voulez pas me consentir de réduction, j'ai une arme absolue, je vais construire des pipelines et je me passerai de vos services. » Ils n'ont pas le choix. Ils consentent à Rockefeller des réductions qu'ils ne consentent pas aux autres. Et fort, on dirait aujourd'hui cet avantage comparatif énorme, Rockefeller va voir les autres raffineurs et leur disent « Vous savez, je vais baisser mes prix la semaine prochaine, mais si vous voulez, je peux vous acheter. » Non pas en cash, parce que j'en ai pas, mais je vous offre les actions privées de droit de vote, évidemment, de mon trust, la Standard Oil. Ils n'ont pas le choix. Et donc, ils se vendent pied et poing liés à Rockefeller, qui constitue dans les années 80 une société, donc le groupe de la Standard Oil, 80% du marché américain des produits raffinés. C'est un cas passionnant. C'est un cas passionnant parce que Rockefeller se trouve dans une double position de monopole et de monopsone. Monopole, ou à peu près monopole à 80%. Il vend 80% des produits raffinés aux consommateurs individuels. Monopsone, il achète 80% du pétrole brut aux milliers de petits producteurs. Donc il a un pouvoir de marché à l'aval, il a un pouvoir de marché à l'amont. C'est un des rares cas dans l'histoire économique. Mais derrière ce que je dis, vous comprenez dans cette Amérique magnifiquement analysée par Tocqueville de pouvoir et de contre-pouvoir, que les agissements de Rockefeller n'ont pas fait la joie de tout le monde. Les consommateurs ont un peu l'impression de payer un prix de monopole. Les producteurs de pétrole brut ont l'impression qu'ils vendent le prix au prix décidé par Rockefeller, et les raffineurs n'ont pas été très contents de se vendre dans des conditions discutables à Rockefeller. Donc, une agitation intellectuelle qui se fait aux États-Unis, relayée par les économistes dont je parlais tout à l'heure, et qui aboutit en 1890 à la première loi antitrust du monde, la loi Sherman. Et que dit la loi Sherman? Elle est directement concernée par la concentration et le pouvoir de marché. Elle dit le monopole est illégal et la tentative de monopolisation est illégale. Et puis les ententes entre entreprises sont illégales. Le texte est très laconique. Et le texte ne définit pas ce qu'on entend par monopole ou tentative de monopolisation. Ce seront les cours et la Cour suprême à définir ces concepts. Mais le message est clair, et le message est issu de ce que je disais tout à l'heure en théorie, le monopole c'est mauvais. Il faut donc l'interdire. Et quant aux ententes, qui est une pouvoir de monopole collectif dont je parlais tout à l'heure, vous savez, c'est amusant parce que le terme entente en français a une connotation amicale. On s'entend entre nous, comme ça, en bons amis. Le terme anglais pour traduire entente, c'est conspiracy. Parce que c'est une conspiration contre la concurrence, l'entente. Et donc c'est très fort. Alors, à partir de ce texte fondateur, on va avoir une jurisprudence qui va s'installer, et notamment en 1911, la Standard Oil va être démembrée en 33 sociétés indépendantes, Rockefeller ayant été accusé de tentative de monopolisation et de monopolisation effective du marché pétrolier. Et de ces 33 sociétés indépendantes sont issues des sociétés que vous connaissez aujourd'hui, puisqu'il y a la Standard Oil of New Jersey qui s'appelle Exxon, première société mondiale. Il y a Socony de New York, la Standard of New York qui s'appelle Mobil, on y reviendra. Et puis une connue aussi qui est la Standard Oil of California qui s'appelle Chevron. Alors, à partir de là, l'étude de l'antitrust va se confondre avec en fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos facultés de sciences économiques l'économie industrielle. Et les économistes industriels à la fois de Harvard et de Chicago vont débattre. Qu'est-ce qu'un monopole? Quand faut-il l'interdire? Qu'est-ce qu'une tentative de monopolisation? Et c'est le début des études de cas de Harvard, notamment. On va utiliser ces procès antitrust pour conceptualiser. Et pour arriver finalement à une méthode qui est celle encore utilisée aujourd'hui en économie industrielle, cette méthode c'est structure, comportement, résultat. Et suivez mon raisonnement, si les résultats sont différents de ce que devrait nous amener la concurrence pure et parfaite, c'est que les comportements sont mauvais ou que les structures sont mauvaises. Dans le cas Rockefeller, c'est clair,
des prix quasiment de monopole et de monopsone, donc le résultat est mauvais. Le comportement de Rockefeller est mauvais, mais la structure est mauvaise, donc il faut des